Salut à tous, dans cette vidéo on va parler d'arbres fruitiers, d'arbustes, de tout ce qui est comestible, de comment on s'est organisé, des pépinières en ligne que j'ai testées. Je vous parlerai pas des pépiniéristes de chez moi parce que c'est sans intérêt pour vous. J'ai vraiment voulu me concentrer sur ceux qui peuvent livrer dans toute la France pour que cette vidéo puisse servir au plus grand nombre. Je vous préviens, cette vidéo elle va être très longue, mais je veux vraiment essayer d'être complète et d'en profiter pour répondre à toutes les questions que vous m'avez précédemment posées au fil des vidéos. N'oubliez pas que vous pouvez mettre en vitesse x2 pour aller plus vite. Je vais vous le chapitrer aussi pour que vous puissiez aller directement au passage qui vous intéresse. Et elle sera sûrement en deux parties. La première partie sur vraiment mon organisation, les choses auxquelles j'ai réfléchi. Et la deuxième partie, ça sera sur vraiment les pépinières, celles que j'ai testées, où je vous dirai les noms, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, etc. Donc pour nous, planter des arbres fruitiers, ça a vraiment été un point capital depuis le début parce qu'il faut du temps pour que ça pousse et pour que la récolte soit vraiment intéressante. Donc chaque année, on plante le maximum que l'on peut. Je le vois vraiment comme un investissement à long terme. En 3 ans, ce qu'on a planté représente des sommes considérables, mais il faut se dire que dans quelques années, on aura les fruits de nos efforts présents. Donc quand je dis le maximum qu'on peut, en général, on plante entre 100 et 150 plants comestibles périns par an. Donc arbres fruitiers, buissons, lianes, plantes aromatiques. Je compte pas les ornementales ni les plantes potagères. C'est beaucoup, mais on est dans notre période d'installation. Ça fait que 3 ans passés qu'on est là, donc on est dans une phase où il est nécessaire de planter beaucoup. Alors pourquoi pas avoir tout planté la première année? Déjà parce que ça a un coût financier certain, mais aussi parce que pour beaucoup, il faut arroser la première année au risque de perdre des arbres. Et dans notre cas, il faut aussi les protéger parce que les lapins m'ont fait perdre énormément de plantes au début parce qu'ils grignotent, surtout l'hiver d'ailleurs, ils vont grignoter les écorces, etc. Et pendant la canicule, ils creusent au pied de l'arbre sûrement pour chercher de la fraîcheur. Et donc, les racines sont exposées au soleil et tac, si on s'en rend pas compte le jour même, la plante meurt. Donc maintenant, en fait, on met systématiquement une protection grillagée pour les premières années au pied de chaque tronc. Donc du coup, ça prend du temps et je me vois pas faire ça et arroser en pleine canicule 400 arbres. Donc une centaine, c'est déjà bien, sachant que pour le lot, il y en a qui auront bien moins besoin d'arrosage que d'autres parce que j'essaye quand même de les laisser se débrouiller au maximum. Je trouve vraiment dommage que les jeunes, globalement, ne s'intéressent pas plus aux arbres fruitiers parce que pour bien faire, en fait, c'est dès qu'on devient actif qu'on devrait se mettre à planter des arbres fruitiers pour qu'ils nous servent ensuite toute notre vie. Avant d'habiter ici, quand j'étais étudiante, j'avais quand même déjà planté un pommier, un prunier et un pêcher sur le terrain et j'en suis bien contente parce que maintenant ils commencent à bien produire, surtout pour le prunier et le pêcher. Donc je regrette en fait de ne pas en avoir planté plus parce que là c'était des trucs que j'avais acheté vraiment pas cher, à 15 € et maintenant ça donne ses fruits. Quand je vois dans beaucoup de lotissements de la pelouse coupée à la tondeuse sans aucun arbre ou arbuste dessus, ça me donne l'impression de gâchis, parce que même si on n'est pas dans un délire de l'autonomie, planter quelques arbres fruitiers, c'est toujours de bons fruits dans son jardin, sans trop de choses à faire. Alors bien sûr, on va me parler d'investissement en temps, de taille, de fertilisation, etc. Mais même sans aucun entretien, sans taille, sans fertilisation, vous aurez quand même des fruits. Donc je comprends pas en fait que les gens ne plantent pas plus à partir du moment où ils ont un petit peu de terrain. Nous, on a la chance d'avoir de la surface et de pas être limité quant au nombre d'arbres. Donc, on peut dire qu'on s'est quand même pas mal lâché au niveau des variétés. Et chaque année, j'essaye de compléter avec des variétés que je n'ai pas, des trucs un petit peu plus originaux, etc. S'il y a vraiment un seul conseil que je peux vous donner, c'est si vous avez de la place dans votre jardin et un tout petit peu d'argent, achetez et plantez un arbre le plus tôt possible parce que plus tôt c'est fait, mieux c'est. On a fait le choix de planter beaucoup de variétés classiques, pommiers, cerisiers, poiriers, pruniers, pêchers, pour assurer des récoltes de base. Mais on a aussi planté beaucoup de fruitiers, soit plutôt rares bien que rustiques, comme par exemple le pao-pao, mais aussi des espèces qui frisent les limites climatiques de notre terrain. On part du principe qu'avec le réchauffement climatique, les espèces qui poussaient plus au sud seraient peut-être bientôt bien à l'aise chez nous. On a planté par exemple un arbousier qui a très bien fructifié depuis 3-4 ans, il se plaît à merveille, donc pas de souci. 2 oliviers qui nous ont donné pour la 2e année 3 olives, c'est pas grand chose, mais pour des si jeunes arbres, c'est vraiment un bon début dans notre région. Ça prouve que c'est possible d'avoir une floraison et une fructification.
Et voilà, donc cette année, j'ai déplacé la limite climatique encore un peu plus bas en plantant quelques agrumes, parmi les plus rustiques bien sûr, mais quelques agrumes quand même, des amandiers et des pistachiers. C'est pas dit qu'ils fructifient, mais on sait jamais, peut-être que dans 15 ans, le climat aura un peu changé pour permettre une fructification correcte. Des fois, il y a des années aussi qui sont meilleures que d'autres et qui favorisent une fructification plutôt qu'une autre. Donc il y en a beaucoup qui pensent que planter des choses un peu exotiques n'a aucun intérêt. Eh bien moi, je pense le contraire. Il faut planter certes des arbres fruitiers de base qui poussent bien dans votre région et qui vont vous assurer une grosse production, plus ou moins rapide, mais si vous avez de la place, c'est bien aussi de tenter des choses plus originales, déjà pour varier, parce que plus on sera nombreux à le faire et à reproduire les semences, plus on risque d'obtenir des variétés qui seront de plus en plus rustiques. Et en fait, de tout temps, l'humain, il a fait voyager les plantes. Si on devait se contenter depuis le début de ce qui était présent dans notre région, je peux vous dire que notre régime alimentaire, il serait vraiment pas très folichon. Donc, au contraire, planter de toutes choses, je suis sûre que c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir avoir des jardins merveilleux avec plein de choses intéressantes. Donc faites quand même attention aux plantes invasives parce qu'il ne faut pas que cette recherche de diversité se fasse au détriment de la flore locale non plus. Des variétés originales, oui, mais à condition qu'elles ne soient pas envahissantes. Donc nous, on est dans le Limousin, en zone 7. Donc tout ce qui va suivre, c'est en rapport avec notre climat et ça convient quand même pour une grosse partie de la France. Donc parmi toutes les variétés de fruits qui sont un peu limites, comme les amandiers, les pistachiers, les abricotiers, etc., il va vraiment falloir faire un travail de recherche. Parce qu'il faut bien comprendre que tout peut se jouer sur le porte-greffe et la variété choisie. Et pour ça, il y a 2 critères à prendre en compte. Déjà, la rusticité globale de la plante. Il y a des variétés qui sont plus adaptées aux régions froides. Par exemple, pour le citrus mandarinier Keraji, la rusticité c'est -10, -12. Ça sera plus résistant au froid qu'un mandarinier Deliciosa à -5. Donc chez moi, je vais pas planter un mandarinier Deliciosa. Parce que ça serait un trop grand investissement, il faudrait le rentrer, le mettre en serre, etc. Le deuxième critère, c'est la période de floraison. Parce qu'il y a des arbres qui en eux-mêmes sont très résistants au froid. Par exemple, un amandier est résiste à -25. Mais par contre, ces fleurs, elles ne donneront pas de fruits si ça descend en dessous de -2. C'est pour ça qu'on parle de variétés à floraison précoce ou tardive. Évidemment, plus vous êtes au nord, plus vous allez taper dans des variétés à floraison tardive pour avoir le plus de chances que les fleurs ne se prennent pas un coup de gel. Donc il y a des amandiers qui vont être adaptés à chez vous. Par exemple, nous on est en Limousin. Là, j'ai tenté 2 variétés d'amandiers alors qu'on n'est pas une région à amandiers, mais j'ai pris la variété Haï et la variété Lorane. Donc pour toutes ces plantes un peu frileuses, il y a quand même des petites astuces pour améliorer leur survie. Vous pouvez les planter au sud d'un mur par exemple, afin que la réverbération crée un microclimat. Parfois une différence d'1 ou 2 degrés, ça peut vraiment tout changer. Veillez aussi à ce que votre terre elle soit bien drainante parce que l'humidité racinaire, ça peut également changer beaucoup de choses dans la réponse de la plante aux températures subies. Oubliez pas non plus de planter un arbre qui peut leur faire de l'ombre à côté est. Parce que parfois, ce qui fait mourir une plante, c'est pas forcément la température basse qu'il y a eu la nuit, mais ça peut être le dégel qui est trop rapide. Si vous plantez une plante fragile côté est, donc le soleil se lève à l'est, donc le soleil du matin, il va faire dégeler trop rapidement et les cellules, elles vont éclater. Et c'est ça qui va tuer votre plante, alors qu'à la même température minimale subie, si vous l'aviez protégée des premiers rayons matinaux en l'orientant plutôt à l'ouest, la plante, elle aurait peut-être survécu. Alors bien sûr, ça vous permet de jouer sur 2 ou 3 degrés, pas plus. L'orientation est-ouest, ça va pas changer la face du monde quand il y a -20 au lieu de -10, ça c'est clair. Vous pouvez aussi user des techniques de protection, type voile d'hivernage, etc. Personnellement, je préfère éviter d'avoir besoin de ça parce que ça fait encore une intervention de plus à faire alors qu'on a déjà une vie bien remplie. Donc ça prend du temps. C'est vraiment un des trucs pour lesquels j'ai une profonde flemme. Puis il suffit que vous l'oubliez un jour où il y avait un coup de gel pas prévu. Et voilà, votre arbre est foutu. Donc tenter l'exotisme, oui, mais à condition que les soins nécessaires à la plante ne soient pas trop prenants niveau investissement en temps et structure. Parce qu'on pourrait très bien faire une serre chauffée tropicale, mais l'énergie pour la chauffer, elle serait complètement contre-productive. Donc il faut vraiment réfléchir à ça. Vous pouvez quand même jouer vraiment au niveau des variétés, des microclimats de votre jardin, etc. Il y a quand même une petite marge de manœuvre, mais il faut que ça reste quand même pratique pour vous.
Ne plantez pas trop de variétés qui ne poussent pas normalement chez vous, si vous n'avez pas beaucoup de place ou les moyens de tenter ces expériences. Parce que si ces plantes ne sont pas cultivées en abondance chez vous, c'est tout simplement parce qu'il y a quand même de grandes chances que la production ne soit pas assez intéressante. Donc c'est bien d'en faire l'expérience, mais il faut quand même privilégier les valeurs sûres comme les pommes, les poires, les prunes, les cerises, etc. selon votre région. J'ai quand même eu de super productions d'arbouses, alors que c'est un arbre qui est plutôt de biotope plus au sud. Et une dame que j'ai rencontrée à l'automne, là, qui habite pas loin de chez moi, elle commence à avoir des récoltes de pao-pao. Donc vraiment, oui, ça marche, mais il faut pas que les exotiques soient la dominante de votre jardin parce que je pense qu'il y a un gros risque d'échec sur certaines variétés et c'est quelque chose qui est pas beaucoup testé, donc on n'a pas vraiment beaucoup de recul sur ça. Donc c'est pour ça que ne misez pas tout sur ça. Il faut mettre ses œufs dans plusieurs paniers. Après, il y a aussi des choses qui sont pas produites par les pros parce que ça se conserve mal pour la vente. Ça veut pas forcément dire que ça pousse pas dans votre région. Par exemple, les fruits du Feijoa, ça se conserve très très mal. Les framboises, c'est pareil, il y en a de toutes les sortes. Il y en a plus de 400 variétés différentes, mais dans les magasins, vous en trouverez que très peu de variétés parce qu'ils vendent que celles qui résistent au transport, à la manutention et au fait d'être stockées dans un magasin. Moi, mes framboises Gold, par exemple, elles sont délicieuses et très très jolies, mais je les cueille le matin, le soir, elles commencent déjà à être moins présentables. Donc, il faut les manger quasi dans les heures qui suivent. Donc, c'est pas possible de les commercialiser. Mais ne vous inquiétez pas, sur les espèces classiques, vous allez quand même pouvoir vous amuser et varier les plaisirs. J'aime beaucoup faire des recherches sur des variétés nouvelles ou anciennes parce que parfois on trouve vraiment de super pépites et rien que sur les pommiers et poiriers, vous allez vraiment pouvoir planter des choses qui vont étonner vos voisins avec des fructifications vraiment étonnantes. C'est également important de se pencher sur les mois de récolte. Chaque variété va avoir un mois de récolte un petit peu différent. Ça vous permet d'étendre la disponibilité de chaque fruit le plus longtemps possible. Vous avez des cerisiers qui sont très précoces, d'autres plus tardifs, et c'est comme ça pour toutes les espèces de fruitiers. Il faut aussi penser à prendre des variétés dites de garde et d'autres à consommation rapide. Par exemple, les poires Williams doivent être mangées rapidement, alors que les poires Conférence se gardent un peu plus longtemps. Je voulais vous partager quelques variétés sympas et peu connues qu'on a plantées cet automne. On a voulu tenter le plus haut Purple Candy. Alors en fait, c'est un croisement entre une prune et un abricot. Et la peau, elle est lisse, elle est grenat foncé avec des petits points. Et à l'intérieur, ça a un goût d'abricot. Et le tout, il est aussi gros qu'une pêche. Donc, avoir des fruits qu'on peut pas se procurer dans le commerce, c'est vraiment une vraie satisfaction. Et il y a vraiment moyen de varier les plaisirs pour ne pas se lasser. On a aussi pris un pommier sanguinole qui fait de superbes fleurs roses au printemps. Donc, c'est très ornemental. Et ensuite, la pomme à l'intérieur, la chair, elle est rouge rosée. Le poirier Williams rouge, par exemple, c'est une poire avec une très belle couleur. Ça change de la poire Williams classique. Le pommier Winter Banana, qui aurait apparemment le goût de banane, ça aussi c'est original. Donc voilà, il y a plein de choses qui peuvent être plantées qui sont parmi les fruitiers classiques, mais pourtant qui sont originaux. Donc, même sur les valeurs sûres, vous avez de quoi briller d'originalité pour impressionner vos convives et vos papilles. Et c'est des choses qui restent quand même bien productives. Alors maintenant, je vais vous donner les petites choses que je regarde quand je choisis mes plantes. Parce que pour pas se faire avoir, il y a un certain nombre de paramètres, de choses pour lesquelles il faut faire très attention. Tout d'abord, bien regarder le porte-greffe qui est utilisé. Vous avez des porte-greffes qui vont jouer sur la vigueur de l'arbre. Si vous avez un tout petit terrain, il vaut mieux prendre des porte-greffes nanifiants qui vont maintenir l'arbre dans une petite taille. Au contraire, si vous avez un grand verger, vous allez pouvoir prendre des arbres avec des porte-greffes de grande vigueur. Il vous faut aussi regarder si le porte-greffe est adapté à votre sol, parce qu'il y a des porte-greffes qui sont utilisés pour permettre à un arbre qui pousse sur sol acide de pousser sur un sol calcaire et inversement. Donc c'est idiot de prendre un arbre avec un porte-greffe pour sol calcaire si vous avez un sol acide. Bien entendu, toutes ces infos, elles sont disponibles sur Internet. Je les connais pas par cœur, donc quand je trouve un arbre qui me plaît, je regarde le porte-greffe et je cherche ensuite sur Internet à quoi il correspond. Et le porte-greffe, il peut aussi améliorer la rusticité de l'arbre. Ça, par contre, c'est important, par exemple, pour les citronniers, les choses comme ça qui ont une rusticité assez limite pour nos régions. Ensuite, il faut bien regarder le milieu qu'ils préfèrent. Dans mon jardin, j'ai vraiment différents microclimats. Je vais avoir des zones d'ombre fraîches, humides, d'autres sèches, comme par exemple sous les sapins. C'est de l'ombre, mais c'est très très sec. J'ai des zones ensoleillées, d'autres où tout crame, d'autres ensoleillées mais humides. Donc, il faut vraiment bien réfléchir aux besoins de la plante que vous allez planter et la placer au bon endroit de votre terrain et à la bonne orientation. Les plantes qui aiment le soleil au sud, celles qui aiment la fraîcheur et l'ombre au nord. Quand je dois planter quelque chose, je suis toujours avec mon téléphone
dans le jardin, je commence par chercher sa fiche d'identité. Par exemple, souvent sous promesse de fleurs, ils ont beaucoup de fiches. Je lis tout ce qu'il faut savoir dessus et l'endroit qu'il préfère. Et après, je me balade dans le jardin pour réfléchir à son endroit idéal. Et après, hop, je le plante une fois que j'ai trouvé vraiment l'endroit qu'il lui faut. Après, très important, je regarde si l'arbre est auto-fertile ou non. C'est vraiment capital parce que si vous avez une petite surface, vous avez tout intérêt à vous orienter vers des arbres auto-fertiles. Après, ce que vous pouvez aussi faire, c'est demander aux voisins quelle variété ils ont parce que ça peut vous permettre de planter une variété qui a besoin d'un pollinisateur en se servant de celui du voisin comme reproducteur. Comme ça, vous avez chacun des variétés différentes qui se reproduisent entre elles et ça va augmenter chacun votre récolte et vous allez pouvoir même échanger votre récolte pour avoir un petit peu de tout. Ensuite, si vous avez un terrain qui est plus grand et que vous voulez des arbres qui ont besoin de pollinisation croisée, alors il faut vraiment bien à chaque fois prendre un arbre qui convient à un autre. Par exemple, pour les pommiers et poiriers, j'en ai une petite vingtaine et ils se pollinisent tous entre eux. Il y a plusieurs groupes, je crois que j'ai à peu près 3 grands groupes en fonction des périodes de floraison et dans chaque groupe, ils se reproduisent entre eux, pour les cerisiers et les pruniers, c'est pareil, vous avez des autofertiles et d'autres non. Donc vraiment, c'est un paramètre capital à regarder parce que vous pouvez vous retrouver avec un arbre qui donnera pas de fruits ou très peu ou alors de forme très bizarre parce que la pollinisation sera mal faite. Donc, faut bien regarder ça. Ensuite, toujours sur la pollinisation, il y a des plantes qui sont encore plus pénibles que celles précitées. Elles ont besoin d'avoir un individu mâle et un individu femelle. C'est par exemple le cas des kiwis, des pistachiers, des argousiers. Alors pour les kiwis et les argousiers, il existe des variétés qui sont autofertiles quand même. Mais apparemment, les kiwis autofertiles, ils sont pas hyper productifs. Donc c'est aussi un paramètre à avoir en tête. Pour les pistachiers, c'est encore plus vicieux parce que la pollinisation, elle se fait surtout par le vent et pas tellement par les insectes. Donc, votre pied mâle, il doit être placé de telle sorte que le vent passe d'abord par lui, puis par les fleurs femelles, donc par le pied femelle. Donc, il faut réfléchir à quels sont vos vents dominants. Nous, le vent dominant, par exemple, il vient de l'ouest. Donc, j'ai placé mon pistachier femelle à l'est de mon pistachier mâle. J'espère que je vous ai pas perdu. Donc heureusement, c'est pas la majorité des arbres qui sont comme ça. Mais si je vous dis tout ça, c'est pour vous éviter des erreurs. L'olivier, c'est pareil. La pollinisation, elle se fait surtout par le vent. Donc si vous en plantez en ligne, c'est bien que la ligne elle suive le sens de vos vents dominants. Il y a beaucoup de choses à penser, mais c'est pour que l'organisation elle soit au top et vraiment parfaite. Mais je vous rassure, la chance du débutant, ça fera que vous aurez aussi quand même de belles réussites sans faire exprès. La nature, elle est quand même très plastique et tolérante. Et heureusement, elle s'adapte la plupart du temps très bien. Donc, si je vous donne toutes ces clés, c'est vraiment pour que vous puissiez bien réfléchir à votre projet et faire quelque chose d'efficace et productif. Mais bien entendu, ne paniquez pas, faut pas que ça vous décourage à planter, Pour ce qui est des variétés en elles-mêmes, je fais aussi attention à leur mois de récolte. Ça, c'est important pour essayer d'avoir la plus grande amplitude et aussi de faire attention aux variétés. Il y en a qui sont plus adaptées à la conservation en bocaux, en compote ou à la cave pour faire des choses de garde. Donc ça aussi, il faut faire attention. Si vous prenez des variétés de fruits qui se mangent direct et qui se conservent vraiment pas longtemps, vous allez avoir une grosse récolte à un instant T, mais qui ne vous sera pas profitable pour plus tard. Il y a aussi des variétés qui ne produiront sûrement pas de votre vivant. Par exemple, un chêne à gland doux, Quercus ilex ballota, si vous le plantez chez vous, ça fructifiera que dans 50 ans environ. Donc, c'est un don que vous faites aux générations futures. Pareil pour le désespoir des singes, je crois que c'est 25 ans pour qu'ils commencent à produire. Donc, il faut penser aussi à ces choses-là. Si vous n'avez pas de place, c'est pas la peine de s'orienter vers ce genre de choses. Quand je plante mes arbres, j'essaye vraiment de les intégrer dans mon jardin. C'est pas un verger que j'ai, tout est mélangé en fait. Donc l'idée que j'ai à terme, c'est de pouvoir me balader dans mon jardin, que ce soit joli, mais que je puisse aussi au gré de la balade cueillir des choses qui se mangent un peu partout. Des choses diverses et variées, de toutes les couleurs, de toutes les formes, de tous les goûts et surtout à tout moment de la saison au maximum. Bien entendu, en hiver, il n'y a pas grand-chose. Faut pas oublier aussi qu'un arbre fruitier, il n'a pas qu'une fonction alimentaire pour nous. Il a bien d'autres intérêts. Il va fleurir pour donner de quoi butiner aux abeilles qui vont le changer en miel, donc intérêt pour elles, mais aussi pour vous. Ça permet aussi de faire de l'ombre en pleine canicule. Ça permet d'abriter des légumes-feuilles, des rayons brûlants du soleil. Une bonne taille adaptée peut aussi vous permettre de faire une ombre légère selon les variétés de fruitiers que vous avez et de cultiver pas mal de choses dessous. Bien entendu, quand les arbres sont jeunes, c'est très facile de cultiver presque partout autour. Mais plus la canopée va se former, plus vous devrez migrer les cultures appréciant le soleil vers le sud de vos arbres. L'intérêt des arbres, c'est également qu'ils demandent bien moins d'entretien que les plantes annuelles. C'est une production qui est très abondante et qui se fait pratiquement toute seule.
En arrosant et en taillant, vous allez augmenter la qualité de production, mais même sans arroser, sans fertiliser, sans tailler, vous aurez une récolte. Donc pour peu que vous multipliez les essences dans votre jardin, vous vous retrouverez avec des récoltes tout à fait correctes pour une autonomie alimentaire sans faire grand-chose. Enfin, la canopée qui est formée par les arbres fruitiers, elle est ultra intéressante pour la gestion de l'eau dans votre sol. Surtout chez nous, on a un sol vraiment qui est très sableux, donc très perméable. Quand il pleut, l'eau, elle est très très vite drainée, donc les plantes aux racines superficielles, elles profiteront bien moins longtemps de l'apport en eau que dans un sol argileux, parce qu'elle va être très vite s'écouler en fait vers les couches profondes. Alors que quand la pluie tombe sur un arbre, on dit qu'il pleut 2 fois, parce qu'une fois la pluie arrêtée, les gouttes vont continuer de tomber de feuille en feuille et l'arbre va s'égoutter pendant un petit moment et permettre un arrosage doux, prolongé du sol pour que les plantes au pied puissent profiter au maximum. Donc c'est très intéressant pour mon sol. Dans les autres, c'est mieux que rien, mais ça va peut-être pas changer grand-chose dans un sol argileux, je pense. Mais nous, c'est très important. Et les racines profondes de l'arbre, elles permettent aussi de capter l'eau bien plus profond. Donc pour peu qu'il y ait des échanges mycorhiziens et la captation de l'eau, elle peut atteindre un degré qui va être intéressant. J'ai bien remarqué que j'apporte beaucoup moins d'attention et d'arrosage aux plantes que j'ai plantées serrées en association type forêt-jardin que quand je plante un arbre tout seul au milieu d'un champ. Au pied de vos arbres, vous allez aussi pouvoir planter des plantes qui vont s'associer avec eux via le compagnonnage et pouvoir s'échanger des molécules médicinales ou bien attirer des prédateurs pour les insectes néfastes aux fruitiers. Par exemple, la capucine, en plus d'attirer les pucerons sur elle, au lieu de sur les fruitiers, elle va pouvoir aussi accueillir des prédateurs au carpocarps par exemple, et apparemment elle relâcherait dans le sol une substance qui rebute les pucerons lanigères. Le réfort, c'est pareil, c'est une plante médicinale, mais pour les arbres aussi, contre les maladies cryptogamiques comme l'oïdium, la cloque par exemple. L'ail, c'est pareil, ça peut être mis au pied des arbres. Souvent, ce que je fais, c'est que je fais des boutures de racines de consoude de Russie. Je les mets pas loin de l'arbre et je me sers des feuilles pour mulcher, vraiment dans la proximité du pied de l'arbre. Ça le nourrit et en même temps, vu que c'est quand même quelque chose qui est très épais parce qu'il y a beaucoup de feuilles, ça empêche quand même les herbes envahissantes au pied des arbres. Donc ça évite que ça pompe trop de ressources pour l'arbre. Donc je crois que j'ai fait le tour sur tout ce que j'avais à dire. J'ai sûrement oublié plein de choses, mais ça vous me le rappellerez très bien dans les commentaires. Et je vous précise quand même que niveau comestible, je suis une collectionneuse compulsive, donc j'ai clairement plus de plantes qu'il n'en faut pour être autonome. Mais ça, c'est vraiment mon petit plaisir. L'avantage, c'est que c'est un plaisir qui profitera à tous parce que les excédents peuvent être donnés ou échangés. Et voilà, donc n'hésitez pas à partager vos variétés préférées et leur qualité que vous leur trouvez dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt du coup pour la suite de cette vidéo concernant vraiment les pépinières.